Imaginez, il y a 40 000 ans, les steppes de Sibérie, moins 45 degrés. Le vent lacère votre peau comme des milliers de lames de rasoir microscopiques. Et à chaque inspiration, vos poumons brûlent, comme s'ils se remplissaient d'éclats de verre gelé. Lorsque votre température corporelle tombe au seuil critique de 35 degrés, votre conscience s'embrume. Le bout de vos doigts devient insensible. Il ne vous reste que 90 minutes pour survivre. Maintenant, jouons à un jeu. Je vous place au milieu de cet enfer blanc. Dans les 10 prochaines minutes, vous prendrez 4 décisions vitales et une seule mauvaise décision signifie une mort certaine. Autour de vous, il y a de l'eau à l'infini, mais elle est entièrement gelée. Vous ne pouvez pas la boire. Autour de vous, il y a une terre immense, mais rien ne vous appartient. Les films vous ont dit que la guerre commençait pour la gloire et l'honneur. Mais la science murmure autre chose. À l'âge de glace, la guerre n'était pas un choix. C'était une nécessité d'ingénierie thermique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi les lances se sont levées et pourquoi le premier sang a coulé. Si vous êtes prêts, abonnez-vous. Le véritable protocole de survie commence. Survivre à l'âge de glace, c'est tenir une comptabilité énergétique constante. Dans ce climat glacial, le métabolisme de base de votre corps brûle entre 400 et 600 calories par heure. Si vous êtes en mouvement, ce chiffre grimpe à 1000 calories. C'est comme marcher au bord de la faillite biologique. Durant les 30 premières minutes, votre corps épuise rapidement ses réserves de glycogène. À la fin de la deuxième heure, vos capacités motrices chutent de 40%. Vos mains sont désormais incapables de défaire un nœud complexe. À la 6e heure, votre mécanisme de prise de décision s'effondre et votre cerveau ne se concentre plus que sur une seule chose, la chaleur. C'est précisément à ce moment que les premières graines de la guerre sont semées. Le monde de l'âge de glace était une structure instable, que les scientifiques appellent un monde en mosaïque. Les ressources n'étaient pas réparties partout, elles étaient concentrées dans des zones spécifiques, des microzones appelées refuges. Pour un groupe d'humains, trouver l'un de ces refuges signifiait faire bondir ses chances de survie de 12 à 76%. Ces refuges n'étaient pas de simples parcelles de terre, c'étaient de véritables batteries thermiques. Si cette batterie était déjà occupée par un autre groupe, la diplomatie s'évaporait très vite dans ce vent glacial. Le coût biologique était si élevé que battre en retraite pour chercher un autre endroit, c'était en réalité accepter de mourir. Attaquer l'autre groupe, en revanche, offrait au moins une chance. L'opération technique de la guerre est dictée par les lois de la thermodynamique. La théorie de la défendabilité économique stipule que le coût de la protection d'une ressource doit être inférieur aux bénéfices que l'on en tire. Un rivage fertile comme celui de la région de Natarouk représentait des milliers de calories en poissons et en eau potable. L'énergie dépensée pour défendre cet endroit était bien plus faible que le prix à payer en cas de perte. Les armes à pointe d'obsidienne retrouvées lors des fouilles archéologiques prouvent que ces guerres n'étaient pas de simples bagarres à coups de pierres et de bâtons, mais qu'elles impliquaient une science des matériaux avancés. Le tranchant atomique de l'obsidienne pouvait fendre une armure de cuir comme du beurre. Pourtant, le temps et l'énergie nécessaires pour fabriquer ces armes représentaient aussi un coût. Quand un chasseur lançait sa sagaie, il lançait en réalité ses dernières réserves de graisse corporelle. S'il manquait sa cible, ce n'était pas seulement une proie de perdu, c'était la chaleur du lendemain qui s'envolait. Lorsque la température des doigts tombe en dessous de 12 degrés, la vitesse de transmission nerveuse chute de 80%. Cela signifie que le timing à la milliseconde près, nécessaire pour lâcher la corde d'un arc, est compromis.
la fumée qui s'élève au-dessus de la glace, l'odeur de sueur et de sang frais, n'était que le début du conflit. Une fois le silence rompu, les lois de la physique prenaient le relais. L'énergie cinétique de la lance devait surpasser la masse et la puissance d'arrêt de la cible. Mais chaque plan a un point de rupture. Quand le plan A échoue et que le groupe adverse atteint votre refuge stratégique, une guerre mortelle s'engage entre la panique et la raison. La marge d'erreur est nulle. Transpirer pendant un combat est la plus grande erreur irréversible de l'âge de glace. La sueur anéantit la capacité d'isolation de vos vêtements et dès que vous vous arrêtez, elle aspire la chaleur de votre corps comme un vide. Une fois que la perte de chaleur entre dans un processus irréversible, la physique est impitoyable. Personne ne parle. Le feu est silencieux. Les mains ne tremblent pas. Car tout le monde sait, il n'y a plus de place pour l'erreur. Ce silence nous parvient de 40 000 ans, de cette tension pesante que nos ancêtres ressentaient en se regardant à l'entrée d'une grotte. Si vous ne pouviez pas défendre votre refuge, vous deviez passer la nuit en terrain découvert et dormir à moins 50 degrés en plein air. C'est un rêve dont vous ne vous réveillerez jamais. C'est l'instant où le concept de propriété est né. La terre n'était plus un sol sur lequel marcher, mais une forteresse à laquelle s'agripper pour ne pas mourir. Le prix de cette connaissance a été payé très cher au cours de l'histoire. Les exemples d'échecs archéologiques nous montrent clairement l'anatomie de l'erreur. La disparition des colonies scandinaves au Groenland est la preuve tangible de l'incapacité à s'adapter à un climat changeant et d'une mauvaise gestion du conflit territorial. Les 27 squelettes découverts sur le site du massacre de Nataruk, il y a 10 000 ans, murmurent que l'humanité a appris la violence organisée bien plus tôt qu'on ne le pensait. Les traumatismes contondants et les blessures de lance trouvées sur 10 des squelettes indiquent que les victimes avaient les mains liées ou ne pouvaient pas s'enfuir. Ce n'était pas une simple bagarre, mais une exécution planifiée. Les assaillants voulaient ces terres fertiles, et ils n'ont pas hésité à employer la violence nécessaire pour les obtenir. C'est ainsi que la connaissance se transmet, ce qu'un groupe a dû apprendre en mourant de froid ou en étant massacré. D'autres l'ont transformé en un protocole de survie. Vous lisez ces lignes en 8 minutes. Mais eux, ils ont écrit ces règles pendant 8000 hivers, en perdant quelqu'un à chaque fois. Cette connaissance a coûté cher, et chaque règle a été bâtie sur une pierre tombale. Au cours de l'évolution, ces guerres ont également pris une dimension interespèce. La lutte de 100 000 ans entre les Néandertaliens et les sapiens modernes est le plus long conflit territorial de l'histoire. Avec leur ossature robuste et leurs yeux mieux adaptés à la faible luminosité, les Néandertaliens étaient de véritables tanks au corps à corps. Mais Sapiens a brisé cette supériorité physique grâce aux armes à distance et à la coopération sociale. Le Néandertalien allumait le feu, mais ne pouvait pas en optimiser le combustible. Sapiens, lui, avait découvert comment conserver la chaleur en brûlant des os, c'est-à-dire l'efficacité thermique. Cette petite différence, sur des milliers d'années, a conduit à l'extinction d'une espèce et à la domination du monde par l'autre. Le savoir transmis par les anciens était l'arme la plus précieuse dans ce processus. Un ancien ayant vu 60 hivers possédait l'expérience de 600 hivers. Quand un jeune chasseur construisait son premier abri, le vieux chef regardait les nœuds et disait que celui-ci ne tiendrait que 20 hivers. Le sien, en revanche, était une merveille d'ingénierie perfectionnée après 67 tentatives infructueuses. Le savoir s'est transmis, filtré par la douleur.
la chance de survie passait de 12% pour un individu seul à 76% pour un groupe coordonné de 5 personnes. Le conflit intergroupe a engendré la loyauté intragroupe. La distinction entre nous et eux a été tracée pour la première fois avec une telle netteté sur la neige. Ils ont perfectionné le système, chaque génération devenant 3% plus efficace que la précédente. 1000 générations plus tard, cette accumulation a jeté les bases de notre civilisation actuelle. Si vous pouvez regarder cette vidéo dans une pièce chaude aujourd'hui, c'est parce que vos ancêtres ont réussi à défendre leur terre et leur chaleur dans cette obscurité glaciale. Dans cet ordre mondial en mosaïque, la biomécanique du conflit ne dépendait pas seulement de qui était le plus fort, mais de qui pouvait semer la mort à la plus grande distance. La masse musculaire des Néandertaliens, supérieure de 30% à celle des humains modernes, les rendait invincibles au corps à corps. Pourtant, cette masse musculaire colossale signifiait aussi une consommation de 200 calories supplémentaires par heure. Sapiens, lui, a fondamentalement changé les règles de la guerre en développant le propulseur de Sagaie, l'atlatl. L'atlatl triple physiquement la puissance de levier d'un bras humain, permettant à une Sagaie d'atteindre 150 km par heure et de transpercer une cible à 30 mètres. Cela a transformé la nature du conflit territorial, passant d'une bataille rangée à un jeu d'assassinat et d'embuscade. Les groupes étrangers s'approchant des zones refuges, les réfugiats, s'effondraient avant même d'avoir vu le visage de leur adversaire, les poumons déchirés par une pointe d'os silencieuse. À ce stade, la défendabilité économique est devenue une équation qui n'incluait pas seulement la nourriture, mais aussi les munitions et la supériorité technologique. La présence d'armes à pointe d'obsidienne à Nataruk prouve que les agresseurs avaient parcouru des centaines de kilomètres pour obtenir ce précieux verre volcanique. C'est le signe d'une préparation logistique et d'un plan d'invasion stratégique. La guerre n'était plus un accès de rage. Elle était devenue un investissement. Les charniers de Nataruk révèlent une vérité encore plus sombre sur l'anatomie de la violence à l'âge de glace, le concept de guerre totale. Parmi les 27 squelettes découverts, il y avait des femmes et même des enfants, les mains liées. Cela montre que le groupe vainqueur ne se contentait pas de s'emparer des ressources. Il visait à anéantir systématiquement l'avenir génétique du groupe rival. C'est ici que l'hypothèse du guerrier masculin entre en jeu. La tendance des jeunes hommes à coopérer au sein de leur groupe pour exercer une violence de coalition contre les groupes extérieurs est une adaptation évolutive. Si le refuge contrôlé par votre groupe devenait stérile à cause d'une fluctuation climatique, il ne vous restait qu'une seule option: prendre de force les terres fertiles d'un autre groupe. Dans ce processus, l'altruisme intragroupe atteint son paroxysme. Un guerrier sapiens risque sa propre vie pour que les enfants de son groupe puissent vivre en attaquant l'autre humain, plus dangereux que les griffes d'un lion des cavernes. Les vestiges archéologiques, témoins silencieux de ces conflits, montrent que les Néandertaliens n'étaient pas en reste dans ces guerres territoriales. Mais leur erreur fut la stagnation technologique. Pendant des milliers d'années, les Néandertaliens ont continué à utiliser les mêmes pointes de lance lourdes. Sapiens, lui, répondait à chaque changement climatique en améliorant l'aérodynamisme de ses pointes de Sagaie ou en cousant des vêtements de combat. Mieux, faisons une réinitialisation sensorielle. Dans les profondeurs d'une grotte sombre, vous écoutez le hurlement de la tempête au dehors. L'air est lourd, une odeur de sueur gelée, de viande crue et d'os brûlés. Le tintement métallique d'une pointe de lance heurtant la paroi de la grotte brise le silence comme du verre.
C'est à cet instant que la stratégie s'arrête et que les instincts animaux prennent le dessus. Cette connaissance a vraiment coûté cher. Chaque défense de refuge réussie a été bâtie sur les leçons douloureuses que d'autres ont dû apprendre en mourant de froid. Aujourd'hui, vous vous sentez en sécurité chez vous. Mais à cette époque, la sécurité ne tenait qu'à la solidité d'un nœud de cuir ou à un feu qui ne s'éteignait pas. Ces conflits territoriaux ne sont pas seulement à l'origine de la propriété, mais aussi de la hiérarchie sociale. Le groupe qui défendait le meilleur refuge était celui qui avait le leader le plus stratégique et le meilleur ingénieur thermique. Cette coopération forcée est la première ébauche, brute et glaciale, des armées modernes et des structures étatiques. La physique est impitoyable. Et l'histoire n'écrit que le nom de ceux qui ont su protéger leur refuge. À l'âge de glace, survivre et conquérir un territoire n'a jamais été un jeu de hasard. C'était de l'ingénierie pure et une gestion des risques calculés. La guerre n'est pas née de la rareté des ressources, mais de la nécessité de conserver la chaleur. Pour nos ancêtres, défendre une colline ou une rive de rivière, c'était garantir l'héritage biologique des générations futures. Aujourd'hui, vivant dans nos maisons avec chauffage central, nous avons peut-être perdu notre capacité à planifier. Alors qu'ils élaborèrent des plans sur 10 ans pour chaque hiver, nous pensons à notre prochaine facture. Mais n'oubliez pas, la nature revient toujours à l'équilibre. Et les lois de la physique ne sont pas négociables. La connaissance reste l'atout le plus cher, et les dures leçons de l'âge de glace sont toujours enfouies dans les profondeurs de la Terre, dans les fissures de ces anciens squelettes. Pour l'instant, vous êtes dans votre refuge sécurisé. Votre feu brûle. Votre température corporelle est de 36,7 degrés, et tout semble sous contrôle. Pourtant, le vrai danger n'a pas encore commencé. Se nourrir et se réchauffer n'est que la partie visible de l'iceberg. Dans 10 heures, vous ferez face à une autre crise, la déshydratation. Car à l'âge de glace, boire de l'eau potable est bien plus mortel que de la trouver. Dans le prochain épisode, nous verrons comment boire sans geler votre cerveau et vos reins. Et comment repérer le poison caché dans la glace. Survivre est un art, mais combattre est une science. Abonnez-vous, car à l'âge de glace, seule la connaissance vous gardera au chaud. Les réponses sont toujours sous la terre.